doit sa déstabilisation à une cyberattaque. On ne saurait donc véritablement prévoir les crises ou se protéger efficacement contre toutes leurs conséquences. Il semble en revanche possible de mieux les comprendre et d'y préparer les organisations, ou plutôt les femmes et les hommes qui les peuplent. Pas seulement par la rédaction de procédures, de plans de gestion de crise et de continuité d'activité, certes nécessaires, mais qui ne constituent aucunement un guide infaillible des conduites à adopter en période de turbulence. Dans un monde dorénavant caractérisé par des chaînes d'interdépendance particulièrement complexes et aux effets incertains, on ne peut plus appréhender la crise selon le schéma on-off. Une crise ne débute pas à un instant précis pour s'achever à un autre, tout aussi précisément situé dans le temps. Elle relève davantage d'un modèle sinusoïdal. Elle connaît des pics et des points bas sans commencer soudainement et se clore brutalement. Disons plutôt qu'elle monte comme une vague, enfle comme une rumeur, puis s'envole vers des paroxysmes ponctués de reflux plus ou moins inattendus, avant de décroître progressivement sans cesser de former des braises prêtes à se rallumer si le vent se lève ou que du combustible se présente. Au bout du compte, il s'agit bien d'apprivoiser la crise, d'apprendre à vivre avec. C'est le premier impératif à intégrer. Le deuxième, c'est de traiter les vulnérabilités des organisations en temps de paix, lorsque la mer est calme. Si les crises naissent de la rencontre entre l'intérêt des journalistes et une vulnérabilité majeure, d'un homme, d'un collectif ou d'une structure, quelle que soit sa nature, il importe de réduire l'exposition au risque en évitant des pourrissements de situation. Négliger de mettre fin à une faille de sûreté ou de sécurité, laisser prospérer une injustice ou un scandale éthique, finit toujours par se retourner contre les imprévoyants ou les pusillanimes. Bien entendu, la prudence, le sens de la négociation et la consultation des différents partenaires ou parties prenantes d'un événement ou d'un projet contribuent à sa résolution apaisée. En revanche, fermer les yeux pour ne fâcher personne et éviter les désagréments personnels ne constitue jamais une stratégie gagnante. Car la société civile, les médias et les autorités réclament toujours l'identification d'un responsable, vite désigné comme coupable, en cas de crise clairement déclarée. Pour entraîner les membres de toutes les organisations, publiques ou privées, à comprendre et manager la crise, à savoir l'aborder en évitant tous ses pièges, de la paralysie à l'affolement, il convient donc de transmettre des réflexes et des savoir-faire, mais aussi des modes spécifiques de raisonnement. On peut résumer ces différents prérequis de la manière suivante. Manager une crise, c'est mettre en place un dispositif de veille pour connaître et décrypter son environnement, maîtriser la mécanique de la crise, savoir comment elle naît, se développe, se déroule et meurt, puis parfois renaît, cartographier et traiter les risques qui sont la matière dont elle se nourrit, agir sur les multiples conséquences interactives qui forment la phénoménologie de la crise, implications médiatiques, opérationnelles, sociétales, psychologiques, juridiques, économiques, politiques, etc. Préparer en aval des équipes resserrées, dénommées par les auteurs du présent ouvrage les équipes à haute valeur ajoutée, ou EHVA, pour piloter la réponse globale de l'organisation à la crise, communiquer adroitement, en interne et en externe, pour préserver la confiance de toutes les parties prenantes et éviter la décrédibilisation totale d'une organisation et de ses dirigeants, prendre des initiatives dans le cybermonde pour tenter de désamorcer le marketing viral négatif que suscite une crise, posséder les compétences indispensables à la conduite de négociations de crise qui ne manqueront pas d'avoir lieu, être capable d'offrir des réponses créatives, originales, à des problèmes uniques et qui réclament beaucoup de finesse et de précision, ainsi qu'un sens aigu de l'éthique et de la responsabilité sociale, améliorer la capacité de résilience de l'organisation et de ses membres pour rester aptes à affronter l'avenir, inculquer aux dirigeants, publics et privés, des réflexes neufs face aux crises, c'est-à-dire face à des circonstances exceptionnelles et conflictuelles. En suivant ces différentes pistes, vitales pour les organisations, la gestion de crise, qu'il conviendrait davantage de qualifier de management de crise, échappera à l'écueil d'être exclusivement un assemblage de recettes et de procédures pour devenir une attitude, un savoir-faire, et une certaine manière de concevoir l'action, la responsabilité et la conduite, ou l'opportunité du changement. Chapitre 1er. La crise ou l'exception permanente. 1. Un horizon quotidien.
La crise pose d'abord comme problème celui de sa définition. Il en existe autant qu'il existe d'auteurs s'intéressant au sujet. L'un des spécialistes les plus reconnus, Patrick Lagadec, construit la notion à l'intersection de 3 mots: déferlement, dérèglement et rupture. La crise submerge violemment, déstructure et introduit brutalement une césure dans les habitudes et les modes de fonctionnement de multiples acteurs. L'IHESI, Institut des hautes études en sécurité intérieure, avait synthétisé cette approche en posant la définition suivante. La crise est une déstructuration rapide de tous les repères, une dérégulation des mécanismes et des réactions habituelles. C'est une dynamique qui s'auto-alimente par un effet boule de neige, provoquant une incapacité grandissante à maîtriser l'incertitude. En résumé, c'est donc l'effet de surprise, la sidération, plaçant les individus dans l'urgence, le raccourcissement du temps disponible pour analyser et décider, et menaçant fortement une collectivité ainsi que ses dirigeants, sa pérennité et ou ses objectifs prioritaires qui caractérisent en tout premier lieu la crise. De nombreux auteurs notent par ailleurs que la crise se signale aussi comme un événement à faible probabilité et à fort impact. Il semble pourtant que ce point soit de plus en plus discutable. Lorsque l'on choisit d'ignorer une vulnérabilité dans une organisation, on augmente la probabilité d'occurrence des crises. Elles n'en sont pas moins des crises lorsqu'elles se déclenchent. On peut alors voir se cumuler un fort impact et une forte probabilité de survenue. Du point de vue de la perception des personnes concernées et engagées, car la crise est d'abord un phénomène perçu, il faut encore préciser que la crise semble le plus souvent difficilement compréhensible, soudaine et implacable, ne laissant aucune échappatoire aux participants. Cette appréciation psychologique nous livre une clé importante. La crise est vécue comme un piège fatal par ceux qu'elle atteint. Elle n'est pas loin de rappeler l'idée du tragique, du destin, du fatum, qui habitait les mentalités, la mythologie et l'ensemble de la culture du monde antique. Cet effet contribue très souvent à paralyser les aptitudes à la réflexion et à l'action des décideurs et de leurs équipes. Du même coup, un sentiment d'incrédulité, presque de facticité des événements, s'empare de ces derniers. Pour le sujet, la crise s'apparente à une parenthèse brusquement détachée du déroulement habituel de son existence, un moment paroxystique qui est vécu comme une réalité objective, mais séparée de la réalité objective. En regard de ces différents éléments, on comprend que la crise a pour premier effet de générer un stress substantiel qui altère les capacités de décision des différents acteurs, alors même que les situations dégradées qui marquent la présence d'une crise nécessitent, plus que jamais, lucidité, froideur et rigueur. Malgré cette diversité d'approches, posons, afin de progresser, la définition suivante. La crise se caractérise par une situation sortant du cadre habituel des incidents connus, avec la nécessité de prendre en urgence des décisions stratégiques et d'organisation. Les enjeux apparaissent comme exorbitants, multiples, et pour la plupart, ne se révèlent qu'au fil du temps. Aborder aujourd'hui la notion de crise et ses manifestations variées consiste d'abord et avant tout à se défaire de l'idée qu'elle constitue une séquence exceptionnelle, courte et de faible probabilité d'occurrence. Vouloir la ramener absolument dans l'univers disparu des certitudes, de la prévision et de la stabilité mène au pire des convenus. Nous baignons désormais dans un monde d'incertitude parce que tissé de complexité, qui rend absurde l'entêtement du réflexe statisticien à vouloir enserrer la crise dans les filets de la planification, c'est-à-dire des modèles adossés au déjà-vu. Par exemple, les attentats du 11 septembre ou les révolutions dans le monde arabe défient précisément les statistiques et offensent la croyance dans les modèles statiques. Les menaces se caractérisent justement par leur perpétuelle évolution et le métissage accéléré des risques et des malveillances, leur interactivité inventive, mettent en échec les réponses répétitives qui se fondent sur la rumination exclusive du passé. C'est l'histoire en train de se faire, en pleine effervescence, qui doit mobiliser l'attention. Pour ces raisons, organiser le management de crise, ce n'est pas empiler les classeurs de procédures, mais assimiler ces modes d'analyse innovants. C'est aussi admettre que dans un monde fortement dynamique,